Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm ou radiograndlac.com. Et ce soir, l'équipe est au complet. Guillaume et Vincent sont là. Oui, je suis là, je suis de le retour. bon, la brute et le truand. Hein. Ah oui, à vous de savoir lequel est le bon, la brute et le truand. Moi, je sais qui est le bon, c'est Kevin, j'en suis sûr. Ah non, j'allais dire, moi je suis une vraie brute. Pas sûr. Je suis un vrai truand, voilà. Ouais, moi, j'aurais penché plus pour moi, pour le truand. Ah, et bah, puis, toi, je te vois bien dans la brute. Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas pourquoi. Ah, bah, pourquoi pas. Oui, parce que comme vous l'aurez compris, du coup, ce soir, bien évidemment, on va parler dans un premier temps des sorties de la semaine, puis ensuite de nos avis sur les films de la semaine dernière, mais pas que, on va un peu extrapoler puisque il y a un film qu'on a vu tous les trois et que nous avons apprécié, mais nous en parlerons un petit peu plus tard. Certes. Mais nous finirons l'émission par un focus sur les westerns. Et on aurait pu en faire, à mon avis, 3 ou 4 d'émissions comme ça, parce que tellement il y a de choses à dire sur le genre. Mais l'émission ne s'arrête pas demain. Donc, bien sûr. selon les décennies, voilà. Ah oui, c'est vrai. Mais donc voilà. Affaire à suivre. Voilà le programme de ce soir, assez riche, assez complet. Côté sortie de la semaine dernière, moi je vous parlerai de Horizon, du coup, pour rester dans le thème de western, mais je vous parlerai aussi des Fantômes, thriller avec Adam Bessa, et puis j'ai oublié le flic de Beverly Hills 4. Normal que je l'ai oublié. Oh là là. C'est pas Super. possible. On en parlera tous ensemble, c'est voilà. C'est moyen. Mais on va commencer par les sorties de la semaine, mon cher Guillaume, c'est toi qui l'ouvre le bal. Oui, donc, puisque sort un film d'animation, Moi, moche et méchant 4, faudrait déjà que je voie le premier, j'en ai jamais vu. Hein. Pareil. Pareil, ouais, c'est pareil. Je connais. Mais on m'a dit évidemment, qu'il fallait absolument. Bon, je sais pas, il y a les Mignons, je crois. Si C'est les pas préquels, Ouais. apparemment. Voilà, c'est ça. Donc de Patrick Delage et Chris Renaud avec les voix de Gad Elmaleh et Audrey Lamy. Grou, Lucie et les filles Margot, Edith et Agnès accueillent le petit dernier de la famille, Grou Junior, qui semble n'avoir qu'une passion, faire tourner son père en bourrique. Mais Grou est confronté à un nouvel ennemi, Maxime le Mâle, qui, avec l'aide de sa petite amie, la fatale Valentina, va obliger toute la famille à fuir, et on écoute un extrait. 3 filles, une épouse. Il manque une chose, mais quoi? Ce jeune homme? Oh, il est là, mon tout petit. Je sais que tu l'aimes, ton papa. Dis-le, vas-y, papa. Papa. Bien sûr qu'il t'aime, c'est juste qu'à son âge, il le Vous retrouverez évidemment ce film dans toutes vos plus grandes salles, l'Étoile du Lac à Aix-les-Bains et le Pâté Chambéry. Oui. Bon, Oui, voilà, on se sent pas très concerné. Si vous êtes fan, allez-y, mais Même- c'est les studios même moi qui ai des gamins. Illumination, les studios français qui Oui. sont toujours à la production. Et puis, ce sera un carton, comme c'est pour tous les films mignons. Je crois que le milliard est à peu près garanti à chaque fois. Ah ouais? Oui. À ce point-là? Bon. Ah oui. Ah bah pourquoi pas alors. Autre sortie. Mon cher Vincent. To the Moon, aux toiles du lac et au pâté, de Greg Berlanti avec Scarlett Johansson, Channing Tatum et Woody Harrelson. L'histoire est la suivante. Chargée de redorer l'image de la NASA auprès du public, l'étincelante Kelly Jones, experte en marketing, va perturber la tâche déjà complexe du directeur de la mission, Cole Davis. Lorsque la Maison-Blanche estime que le projet est trop important pour échouer, Kelly Jones se voit confier la réalisation d'un faux alunissage en guise de plan B, et le compte à rebours est alors vraiment lancé. On écoute un extrait. Vous demandez d'acheter cette Mustang. Une chance que j'ai pas perdu les os en pleine réunion. Le soutien de l'opinion publique pour le programme lunaire n'a jamais été aussi bas. Il se passe pas un jour sans que ça tombe en panne. Et on est mort, une fois encore. Ou que ça explose. C'est mon attente de la semaine. Oui, moi personnellement. aussi. Ça se confirme, alors on n'aurait vraiment pas, on serait vraiment pas allé sur la Lune alors. Ça serait quand même drôle. Ça serait Ils sont rigolo. obligés de mettre un caméo d'un acteur qui joue Stanley Kubrick. C'est le plan B. C'est la blague apparemment de fin de bande-annonce, c'est que t'as Scarlett Johansson qui fait « On aurait dû appeler Kubrick ». Oui. Donc non, ça a l'air assez comique. C'est du Apple. Ah oui. Important de le souligner. Donc, bon, Apple récemment, ça a quand même été Killers of the Flower Moon. Bon, ça a été aussi Napoléon, mais bon, voilà. Il y a une version longue qui traîne qui est meilleure, soi-disant. Oui, mais apparemment, ils veulent plus la sortir maintenant. Donc, Ça ne c'est m'étonne formidable. Mais voilà, pourquoi pas. Ça a l'air d'être le film assez sympathique de l'été. Divertissant, et Voilà. puis avec une petite touche historique quelque part. Hein. Oui, bien sûr. Oui.
autre film, et alors là par contre je suis assez intrigué aussi, Longlegs, qui sortira seulement aux Toiles du Lac, réalisé par Oz Perkins avec Maika Monroe, Nicolas Cage et Alicia Witt. L'agent du FBI, Lee Harker, une nouvelle recrue talentueuse, est affectée sur le cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. L'enquête aux frontières de l'occulte se complexifie encore lorsqu'elle se découvre un lien personnel avec le tueur impitoyable qu'elle doit arrêter avant qu'il ne prenne les vies d'autres familles innocentes. On écoute un extrait. Il y avait une lettre près du corps, signée d'un seul mot. Voilà, ambiance très horrifique. Alors pour ceux qui l'ont déjà vu, le film a la réputation d'être l'un des films les plus effrayants de ces dernières années. Et il joue pas mal la com sur le fait que l'actrice, la première fois qu'elle a vu Nicolas Cage, qu'on ne voit pas du tout dans l'abondance, enfin qu'on entre après reçoit, la première fois qu'elle l'a vu dans son costume et tout ça grimé, son cœur a battu un chamad, et du coup ils ont enregistré les battements de son cœur. Les rythmes, ouais. Et ils s'en servent pour la promotion. Après, bon, évidemment, l'histoire, ça vous fait quand même pas un petit peu penser aux Sciences des Agneaux? C'est je dirais, un énième film sur les psychopathes tueurs dont nous rabat les oreilles l'industrie cinématographique américaine, mais bon, peut-être que c'est pas mal. Moi, j'avoue que je suis assez friand. À voir si Cage ne cabotine pas aussi. Ouais, j'ai un peu peur de ça. Ça c'est risqué. C'est pas faux, c'est pas faux. Autre sortie, mon cher Guillaume. Alors, Creation of God 1. Kingdom of Storms, donc de Wurshan avec Bo Wang, Fei Yusung, je pense, on dit comme ça, et Lee Xiujian. Donc ça parle de la création of the God et l'adaptation donc des plus grandes légendes chinoises. La princesse Yinshu. Le prince. C'est quoi le prince, pardon. Le prince Yinshu tente de monter sur le trône du royaume des Shang dans le sang avec l'aide de sa maîtresse Su Daji, elle-même sous l'emprise du démon renard. Le sage taoïste Jiang Jia, descendu du mont sacré Kunlun, et Jifa, jeune guerrier élevé par Yinshu Sali pour combattre le tyran. On écoute un extrait. On écoute un extrait. Quitte Shaoge, tu seras le roi de la terre. Que tu sois le fils d'un seigneur ou d'un roi, peu importe. C'est vous qui m'avez donné la vie. À présent, je vous la rends. Voilà. Disponible uniquement aux Toiles du Lac. Et je l'ai déjà vu. Moi, j'irai pas le voir par principe. C'est pas un film d'animation, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la plus grosse. Ah, mais aussi j'ai vu un semblant de bande-annonce là au ciné. C'est la production ça a la l'air pas plus mal. Coûteuse de tous les temps en Chine. C'est une trilogie qui a déjà été tournée, mais la post-production des 2 et du 3 sont encore retardées, donc on attend toujours. Et le premier volet, du coup, je l'avais vu en février. Alors c'est assez prenant. L'histoire est assez bien fichue. Alors c'est pas aussi bien que les 3 royaumes, par exemple en termes d'histoire, mais il y a d'excellentes scènes où il y a une très très forte tension, les effets spéciaux qui sont parfois extraordinaires et parfois un peu too much, vraiment too much. Voilà, ça va avec le folklore, mais franchement ça apporte un certain côté frais parce que c'est pas la hollywoodienne, quoi. Ça change. C'est vrai que ça peut changer aussi. Autre sortie, Sons au Victoria et à l'Astrée de Gustav Mahler avec Sitz Babette Knudsen, Sébastien Bull Sarning et Dar Salim. Eva, gardienne de prison exemplaire, fait face à un véritable dilemme lorsqu'un jeune homme de son passé est transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle travaille. Sans dévoiler son secret, Eva sollicite sa mutation dans l'unité du jeune homme, réputé comme la plus violente de la prison. Et j'ai pas d'extrait. Non, il n'y a pas d'extrait. Ce sera Victoria à l'Astrée, mais j'aime bien qu'ils disent sans dévoiler son secret. Le titre du film, c'est Sons. Je peux me tromper, mais je pense quand même que ça m'intéresse pas du tout ce truc. Après, j'adore l'actrice. Intriguant. Ça me semble un peu intriguant cette entrée en matière. Non, pas plus que ça. Pas plus que ça, non. Moi, j'aime bien l'actrice. Elle avait joué dans le fameux film La fille de Brest sur je vois pas. Le scandale du médicament. Comment c'était? Mediator. Mediator, voilà. Merci. C'est vrai, d'accord.
Autre film, Les gens d'à côté, avec, c'est réalisé par André Téchiné et c'est avec Isabelle Huppert, Afsia Un fan Herzi, club, je sens là-bas. Afsia Herzi et Nawel Pérez-Biscariat. L'histoire de Lucie, qui est une agent de la police technique et scientifique. Son quotidien solitaire est troublé par l'arrivée dans sa zone pavillonnaire d'un jeune couple, parent d'une petite fille. Alors qu'elle se prend d'affection pour ses nouveaux voisins, elle découvre que Yann, le père, est un activiste anti-flic au lourd casier judiciaire. Le conflit moral de Lucie entre sa conscience professionnelle et son amitié naissante pour cette famille fera vaciller ses certitudes. Et on écoute un extrait. Franchement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de reconduire votre activité. Vous voulez rester dans la maison? Je n'ai pas de famille. Tu as quel âge? 8 ans. T'étais où? Combien de fois je t'ai dit de plus sortir toute seule là? Tu te fous de moi là? Ça fait du bien d'avoir des nouveaux voisins. Bonjour. On s'invitera à dîner. Voilà. Nous n'aimons pas Isabelle Non, mais on va pas influencer les auditeurs parce qu'il y en a peut-être qui aiment bien Isabelle Huppert. Franchement, si vous aimez Téchiné et si vous aimez Isabelle Huppert, ça peut être bien. Voilà. Elle va être mise à l'honneur au Festival Lumière de Lyon et nous en sommes fort tristes. Voilà. Mais moi, je serai sur place. On s'attendait à autre chose. Je serai sur place. Je verrai donc Isabelle Huppert, mais ne disons rien, Guillaume. Pourquoi? Ça veut pas que le hasard fasse bien les choses et que ce soit une certaine personne qu'on interviewe prochainement. Donc, nous adorons Isabelle Corporate. Putain, alors là, on est mal. Là. Parce que là, avec toutes les annonces qu'on a fait, c'est pas bon. Ça. Chers auditeurs, c'est vous pas me gentil. pardonnerez. Voilà, oui. Bon, des fois, ça Non, arrive. Peut-être qu'on reviendra sur notre position. Bien sûr. Je ne sais pas. Autre sortie, mon cher Guillaume. Alors, le Médium 2 est avec Emmanuel Lascar, avec Louise Bourgoin et Noémie Losky. Ça raconte l'histoire de Michael qui cumule les tracas. Il n'accepte ni sa rupture amoureuse, ni l'héritage de sa mère récemment décédée, le don de communiquer avec les morts. Débordé par son chagrin, il refuse d'assumer sa vocation de médium. Mais sa rencontre avec Alicia, jeune artiste charismatique convaincue de la présence de son mari décédé, va le pousser à changer d'avis. Et on écoute bien sûr un extrait. C'est fini. Faut qu'on arrête de se voir. Elle nous a toujours dit que t'avais hérité de ses dons. Mais non, elle a pas pu dire ça. Quel gâchis quand même. Michael, que je parle à haute voix. Ah non. Je fais pas ça, Myriam. Je fais pas de séance. Je fais pas ça pour de l'argent. Vous cherchez quelque chose? Oui, ce serait pour une consultation avec Barbara Monge. Je peux vous aider? Je suis médium. Ce sera disponible uniquement au Victoria. Petite comédie française. Oui. Bon. Ouais, l'amour fait bien changer les choses, hein, t'as vu un peu? Eh oui. Il veut pas au début, mais J'ai peu de mots pour décrire ce que j'en attends. voilà. Mais sinon, Non, mais ça peut j'essaie être de sympa. trouver. Là, vous êtes dur, là, je trouve. Moi. Non, pourquoi pas. Par contre, l'affiche est affreuse. D'accord. Alors, ils ont mis quoi, un pendule? Ah non, mais c'est des personnages collés à droite à gauche sur une sorte de fond aquarelle, mais tu fais... non. Autre sortie, la récréation de juillet au Victoria de Pablo Cotten et Joseph Rosé avec Andranik Mané, Alassane Diong, Alba, Gaïa Belugi. Suite à la mort de sa sœur jumelle, Gaspard, jeune professeur de musique, réunit ses 5 anciens meilleurs amis dans le collège désert de leur enfance en plein mois de juillet. Dans cet endroit rempli de souvenirs et de mélancolie, les amis retournent progressivement en enfance. On écoute un extrait. Ouais, on est sûr qu'il y a personne? En B12, c'est pour Anthony. La salle de Monsieur Gazelle. Putain, je confirme, ça sent son odeur encore, hein. À Louise. Il y a ce beau collège aussi. Ça peut être amusant. Pourquoi pas. Le mélancolique, avec beaucoup de rappels. Le sujet est intéressant. De l'histoire. C'est pas la tasse de thé de Guillaume. Le sujet est intéressant. Et d'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, les réalisateurs ont été interviewés récemment par notre ami Samir de la chaîne Microciné sur YouTube. Non mais, je connaissais pas trop et juste en voyant l'affiche, ça me tentait pas, mais l'histoire me paraît assez originale. Ce côté d'avoir besoin de retourner dans le passé pour... On ne peut pas tout voir non plus par semaine. Vous verrez, ça vous prendra un jour quand vous serez un peu plus vieux. Vous aurez envie de retourner dans le passé un petit peu. Certainement.
Et la dernière sortie de la semaine, attention, c'est... chers auditeurs, monsieur va nous prouver qu'il a fait chinois LV1. Attention, préparez l'accent. LV3. Alors, tout d'abord, c'est Only the River Flows. Donc, ça, c'est pas du chinois. Non, c'est déjà d'accord. Pour l'instant, ça va. Ce sera seulement à l'Astrée. C'est réalisé par Shu Jun Wei avec Yilong Zhu, Zheng Mei Huixi et Tianlan Hu. Ça se passe en Chine dans les années 90. 3 meurtres sont commis dans la petite ville de Banpo. Mats, le chef de la police criminelle, est chargé d'élucider l'affaire. Un sac à main abandonné au bord de la rivière et des témoignages de passants désignent plusieurs suspects. Alors que l'affaire piétine, l'inspecteur Ma est confronté à la noirceur de l'âme humaine et s'enfonce dans le doute. Je vous avoue que j'ai vu la bande-annonce hier soir au cinéma et ça a l'air assez intriguant. Ça fait un peu penser en termes d'ambiance, à Memories of Murder de Bong Joon-ho. Pour ceux qui l'ont vu, jamais vu. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. Je conseille à voir et à revoir. En fait, cette semaine, ce soir, nous propose des petites comédies françaises ou américaines, ou soit des drames, meurtres, voilà. Voilà, vous avez le choix. Finalement, il y en a pour tous les goûts. Soit voulez-vous rafraîchir en termes de rire, soit voulez-vous rafraîchir parce que vous allez avoir très très peur et des sueurs froides. Donc pourquoi pas. C'est assez varié. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première partie. Avant que nous évoquions les différentes sorties que nous avons vues récemment, on va faire une première pause musicale. Et évidemment, vu qu'on a parlé de Momoche et Méchant, on est un peu obligé de passer le tube de cette franchise. C'est Happy de Pharrell Williams qui provient du second volet de la franchise. On revient tout de suite après. Radio Grand Lac sur 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.fm ou radiograndlac.com. Et l'équipe est au complet ce soir, c'est formidable. Oui, nous ne sommes pas partis, nous sommes toujours là, présents, en place. Présent. Il fait chaud dehors, mais il fait bon dans le studio. Ah ouais, il fait frais, là, c'est bon, on resterait bien encore un peu là. Oui. Ah ouais, écoutez. C'est prévu ? L'émission n'est pas terminée. D'accord, super. Loin d'être terminée, puisque après avoir évoqué les sorties de la semaine, il est temps d'évoquer les sorties des semaines précédentes. Et alors, dans les précédentes émissions, nous vous avions déjà conseillé quoi, mon cher Guillaume ? Eh bien, un petit truc en plus qui atteint 8,5. Qui atteint les 8 millions largement. Il n'y aura peut-être pas au 10 finalement. Si, apparemment, ce week-end, il atteindrait le 9. Et le 10, c'est quasiment assuré. En week-end, tu as vu Ouais, très très bien. Ouais, j'ai vraiment apprécié. Moi, je ne cède pas au conformisme de masse. Donc non, mais alors moi, je suis comme toi au départ, mais bon, quand il y a quelque chose qui est intéressant, finalement, il faut le reconnaître, quoi. Voilà. Ouais. Oui. J'avais dit d'ailleurs à Kevin une fois précédente que c'était un peu l'engouement qu'avaient rencontré par exemple les ch'tis. Moi, j'ai moins adhéré à l'engouement des ch'tis, mais par contre là, je suis vraiment dithyrambique. D'accord. Autre film, Bad Boys Ride or Die qu'on vous conseille, Vice Versa 2, Sans un bruit jour 1. Alors visiblement ça divise quand même. Ça divise, mais moi je vous le conseille. Il marche plutôt bien. Et en tout cas, en termes d'émotion, ça marche très bien. Très bien. Le film Kinds of Kindness, je ne sais plus ce que c'est. C'est le dernier Yorgos Lanthimos avec Emma Stone et Jesse Plemons. Alors par contre, tu le recommandes alors que visiblement la plupart des gens le démontent. Il est très spécial, mais âme sensible s'abstenir. Ouais. Âme sensible s'abstenir. D'accord. Bon. Et pour finir, on vous recommande fortement. Nous sommes dithyrambiques tous les trois. Le Comte de Monte Cristo de Alexis de la Patelière. Alexandre de la Patelière. Et Benoît de la Porte. Benoît de la Porte, voilà. Bon. Eh ben, c'est un très très beau film, évidemment, qu'on pouvait s'entendre. Une saga. Le cinéma français se porte très bien. Romanesque, pleine de panache. Et puis avec Pierre Ninet en parlait dans une interview. Il a tout à fait raison. C'est un peu Batman avant l'heure. Tout à fait. Edmond Dantès. C'est Zorro avant l'heure. Oui. Tout à fait. C'est tous les justiciers avant l'heure. C'est une histoire universelle et portée magistralement par des interprètes incroyables, que ça soit donc le rôle évidemment du comte de Monte Cristo, mais pas que. Parce que moi je trouve Laurent Lafitte excellentissime dans son rôle. En zone de confort. Il est excellent, mais... Oui, mais justement, ils en rajoutent pas. Tout ce temps qu'ils sont, ils n'en rajoutent pas. Et je trouve que le film n'aurait pas la même teneur si justement ils n'avaient pas ce positionnement-là impeccable du rôle du méchant, mais avec beaucoup de subtilité.
c'est pas si manichéen. Je suis d'accord qu'il en fait pas des caisses. C'est pas grotesque. Ça fait pas la comédie française, quoi, on va dire. Et puis c'est pas manichéen. Et puis il y a une photographie exceptionnelle. C'est vraiment incroyable. Et ce qui fait dire que c'est vraiment, à mon sens, un très très bon film. 3 heures de film, tu les vois pas passer. Ah non, c'est clair. Et tout le monde le dit. Il est très très bien rythmé. Les parties pour chaque. L'espèce de chapitrage qu'ils ont fait. Excellent. Très pertinent. Oui, c'est un chapitrage limpide. J'essaie juste de pinailler un petit peu, histoire de dire quand même. On est là. Mais le seul problème que je pourrais relever, c'est que Pierre Ninet fait un peu vieux pour jouer le personnage de 22 ans et un peu jeune pour je trouve qu'il s'en sort très très bien. Mais je dis pas qu'il s'en sort pas bien. Attention, je dis juste physiquement. Moi, j'ai eu le problème que pour la partie jeune, parce que quand au milieu du film, t'apprends que tu te dis. Attends, depuis le début du film, il a 22 ans, tu fais pardon. Il fait une trentaine, oui. Bon, après, les gens de cette époque-là faisaient plus vieux que leur âge. Voilà. Non, moi je trouve que ça passe allègrement. Et puis, il y a une autre chose aussi, on pourrait le reprendre là-dessus, c'est qu'il a pas un physique de Rambo, Pierre Ninet, loin de là. Et finalement, il est très crédible dans toutes les scènes, y compris celles d'action. J'aurais plus dit le physique d'un Jean Marais, plutôt pour faire le Comte de Monte Cristo, mais et du coup, il a vraiment. Allez, quand la petite séquence torse nu. Hors pair. Il y a une petite séquence torse nu pour dire, vous avez vu, je suis allé à la salle. J'ai fait de la muscu. J'ai fait de la muscu un petit peu. Mais moi, franchement, il y a la durée qui m'a, franchement, c'est complètement dingue. Ça a marché du feu de complètement. Dieu. Moi, j'ai pas regardé un seul fois. Merci mon Dieu, le film n'est pas divisé en 2 parties. On a l'histoire. Ça aurait été pénible, ça. Ça aurait été très pénible parce qu'on sait clairement où ils auraient coupé. Ils auraient coupé à la fin du Château d'If et on aurait eu la vengeance dans la deuxième partie. C'est-à-dire la satisfaction. Voilà, tout à fait. 6 mois plus tard. Ça aurait pas fait monter assez. Ça aurait été très frustrant. Ça aurait été difficile de faire monter la sauce pour un épisode 1 jusqu'à l'évasion. C'est ça. Et ils ont appris des Trois Mousquetaires. Quoi. Bien sûr. Et deuxième chose aussi, c'est que vous êtes dur pour les Trois Mousquetaires. Pour avoir lu, c'est bien mieux réalisé que les Trois Mousquetaires. Ah oui, mais les Trois Mousquetaires, c'est pas mal. Il y a du panache aussi dans cette version-là. Pas du tout. Enfin, en tout cas, je trouve que si tu veux. Les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte Cristo, c'est le roi, il lui roule dessus. De toute façon, Cocorico, c'est porté par un illustrateur qui est Alexandre Dumas. Et justement, j'allais en venir, parce que pour avoir lu, parce que j'ai pas lu les Trois Mousquetaires, mais pour avoir lu le Comte de Monte Cristo, c'est pas du tout pareil. Ils ont fait un vrai bon travail d'adaptation, parce qu'ils ont décidé de fusionner plusieurs personnages, parce que évidemment, en 3 heures de film, tu peux pas avoir une pléthore de personnages, et c'est assez astucieux. Le destin des méchants, il y en a 2 où ça change, du coup c'est assez, t'es assez dans la surprise quand même. Et puis au final, ils ont vraiment fait des choix assez limpides pour que l'histoire soit fluide, et surtout ils ont apporté une chose qui était un peu dans le livre, mais quand même moins prégnante, c'est cette dynamique de trio. Qui cherche la vengeance, qui apporte un côté un peu film de casse, un peu, enfin, on met en place notre plan. On explique le plan pendant que l'action se déroule et tout ça, oui. Voilà, avec le Comte de Monte Cristo c'est quand même qui assez joue son rôle de aussi, mentor. donc je pense que c'est important de repréciser ça pour pas égarer les spectateurs, à mon sens. Et c'était pas mal fait. C'est fait de manière habile et plutôt assez bien construite, on va dire. Ouais. Et Ninet a un charisme monumental dans toutes les itérations qu'il a. Quand il débarque, qu'il ouvre les rideaux tout en noir et tout. Enfin voilà, c'est. Non, mais bravo. Ouais, 1000 félicitations. Et vraiment. un film de 3 heures que j'avais limite envie de voir tout de suite en sortant. Quoi. Là, j'ai envie de le revoir. Écoute, moi, j'ai aussi envie de le revoir. C'est vrai, je suis un peu comme toi. Je le reverrai à la maison. Autre film de 3 heures qui est sorti la semaine dernière, par contre, je n'irai pas le revoir tout de suite. C'est Horizon, chapitre 1, une saga américaine, le premier volet de la grande fresque, réalisé par Kevin Costner et avec Kevin Costner. Alors, Cannes avait été un peu refroidi. Je dois vous avouer que je suis pas aussi refroidi qu'eux. Premier point déjà, c'est que je ne me suis pas du tout ennuyé pendant le film. D'accord. Ce que l'on voit est quand même tout le temps intéressant. Il y a de multiples personnages. Vous avez quand même Sienna Miller, Sam Worthington d'Avatar. Vous avez évidemment Kevin Costner. Vous avez aussi Luke Wilson, le petit frère ou le grand frère de Owen Wilson, le petit frère, qui joue bien. Et je trouve qu'il se débrouille bien. Il a une gueule à faire du western, lui. Ah ouais, carrément. C'est un peu comme comment il s'appelle c'est le méchant de Die Hard 4. Timothy Olyphant, qui jouait dans cette fameuse série
Oui, et puis Justified. Mais Deadwood, Deadwood aussi. Et Horizon, du coup, on est vraiment dans nos souliers en termes de western. Il y a de magnifiques paysages. On a à la fois l'Ouest, on a à la fois le Montana, le Wyoming. On voyage, c'est beau. Il y a une musique, mais j'ai cru que c'était James Horner qui revenait de ses cendres, quoi. Avec un petit côté limite parfois Titanic. Alors j'avais des petits frissons, genre c'est magnifique. Il y a de très 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 grandes scènes, dont une des premières qui est un massacre par des Indiens du coup d'une colonie qui vient de s'installer. La séquence est absolument impressionnante, glaçante, émouvante. Enfin voilà, c'est du grand Kevin Costner. Et par contre, il y a un peu le reste. Le problème, c'est que on suit 3 histoires parallèles, on va dire trois ensembles d'histoires parallèles. On a un petit peu l'impression de voir le début de 3 films entremêlés. Et du coup, nécessairement, ça fait un peu côté série. Ça fait surtout qu'il y a un peu des parties un petit peu mou du genou. Et puis, l'étrangeté qu'il y a, c'est qu'il y a de grosses ellipses narratives. C'est-à-dire que quand tu vas passer d'une histoire 1 à histoire 2, quand tu vas retourner à l'histoire 1, tu vas dire, un Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et des fois, tu te dis, mais ils ont vécu un bien meilleur film que ce que j'étais en train de regarder. Qu'est-ce qui se passe là? Et c'est un peu problématique. Ça finit sur une bande-annonce de 5 minutes sur la deuxième partie où t'as envie de dire, mais arrête, t'es en train de tout me montrer là. Qu'est-ce que tu fais? Donc c'est un peu bizarre. Moi, j'avoue que on en avait parlé avant de commencer l'émission, mais Open Range, qui était le précédent western qu'avait fait Kevin Costner, si ça ressemble un petit peu à ça, je suis pas très tenté d'aller voir Horizon. Surtout que je vois pas comment un épisode 2, parce que le premier ne trouve pas son public, je vois pas comment un épisode 2 pourrait réussir à convaincre, sachant que... L'épisode 2 sort très bientôt, ça sort en septembre. Oui, en août, non? Septembre, le 11 septembre. Et fin août aux États-Unis, c'est pour ça. D'accord. Mais bon, ça va arriver très 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 bientôt. Je sais pas comment. Mais le fil conducteur de cette histoire, c'est quoi en définitive? C'est cette colonie Horizon, qu'en fait. C'est la conquête de l'Ouest, quoi. C'est un peu la conquête de l'Ouest, c'est-à-dire que c'est une sorte d'étendue à côté d'une rivière. Les premiers qui y sont arrivés se sont fait tuer. D'accord. Les deuxièmes qui sont arrivés se sont fait grandement massacrer. Et du coup, tu suis à la fois des gens qui sont en route pour y aller, à la fois aussi Kevin Costner qui a sa propre histoire et qui sauve la veuve et l'orphelin littéralement. Et qui est l'accompagnateur, quoi. Et qui, on pense, va sans doute finir par y aller. Oui, et d'un autre côté, tu suis les survivants de la deuxième attaque. D'accord. Est-ce qu'il incarne vraiment un nouveau rôle ou c'est du Kevin Costner qui fait du Kevin Costner? C'est du Kevin Costner. Mais il y a une séquence de dialogue où c'est juste 2 personnages, lui et un ennemi, qui montent une colline, et plus ils montent la colline, plus le dialogue monte. Et franchement, ça c'était très réussi. Mais enfin voilà. Écoutez, faites votre propre avis. D'accord. Si vous êtes tenté, allez-y. J'hésite, franchement. On va aller très très rapidement parce que l'heure tourne sur les 2 autres sorties. Le flic de Beverly Hills 4, disponible sur Netflix avec Eddie Murphy et Kevin Bacon. C'est vraiment décevant. C'est moyen. C'est très moyen. C'est vraiment moyen. Ça démarre très bien. Et après, comme toute production Netflix, on dirait que c'est un peu fauché. En fait, ça se passe toujours avec un trio de personnages. Parce qu'en fait, les films Netflix, c'est souvent ça. Tu as un trio de personnages dans un bâtiment, dans une voiture. Et en fait, l'enquête n'est pas hyper palpitante. Alors heureusement, c'est ponctué de scènes d'action qui sont filmé en practical, donc ce qui ajoute quand même un côté authentique plaisant. L'humour, alors moi je l'ai vu en VF, donc en plus nous n'avons plus la voix de Med Hondo, donc ne soyez pas surpris. Ah ben oui, ça c'est embêtant. Hein. Et alors l'humour est un peu rincé, mais on va dire que c'est intégré dans le film, mais ça n'a jamais été très élevé non plus dans les premiers. Oui, mais il y avait le charisme de Eddie Murphy. Ça fonctionnait, alors que là, ça tombe un peu à plat. Ouais. Ça tombe un peu à plat et le film passe jamais réellement vraiment à la caisse, quoi. À certains moments, il y a des fulgurances, mais au final, c'est largement dispensable et oubliable. Et surtout si pas honteux, mais vous aimiez les films parce qu'il y avait le trio Axel Foley, Rosewood et Taggart, vous risquez d'être un peu déçus quand même. Mais par contre, ils sont là. J'ai oublié de le dire dans notre live de dimanche dernier sur YouTube. Par contre, il y a un truc que j'adorais, c'est les remixes du thème original sont très entraînants. Mais après, le thème original est tellement un chef-d'œuvre musical. Il y a des points positifs, mais c'est vraiment un film de contenu, quoi. Regardez ça quand un dimanche après-midi pluvieux, quoi. Voilà, ça passera.
Et dernière sortie que j'ai vue hier soir, je vais vous dire très rapidement, c'est Les Fantômes, réalisé par Jonathan Millet, qui est avec Adam Bessa, qui est un acteur franco-tunisien formidable. Et là, il joue un Syrien qui, après avoir vécu de nombreuses années en prison, se rend à Strasbourg pour retrouver son bourreau. Et c'est une traque vraiment très haletante. Franchement, on s'ennuie pas une seule seconde. Et Adam Bessa prouve encore une fois que c'est un immense acteur et j'ai très hâte de voir de nouveaux films avec lui. On va faire une deuxième pause musicale. Et bien évidemment, vu que après cette pause musicale, nous avons attaqué le focus sur les westerns, on va s'écouter un classique du genre, c'est-à-dire Louis Bacalov qui nous chante Django du film Django ou Django Unchained. Pour les plus récents, Django Unchained. On s'écoute ça et on revient tout de suite. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm et radiograndlac.com. Et chose promise, chose due, chevauchez vos fiers canassons puisque nous allons évoquer le genre western en focus cette semaine, genre que nous apprécions tout particulièrement. Et alors là, il y a matière les gars, lâchez-vous. Oh ben, je veux mon neveu. Parce que moi, depuis que je suis tout petit, c'est un peu le genre cinématographique que tu prends en pleine face, hein, avec tes parents qui aiment bien aussi, en plus de ça. En général, oui, c'est souvent les parents qui initient au western. Et puis en fait, ah ouais. Et puis en fait, ben c'est, j'allais dire, c'est un peu aussi normal puisque c'est né avec le cinéma quasiment. Parce que dès 1895, il y a le genre, au niveau cinématographique, c'est le genre qui a été représenté le plus. Puis déjà, on peut dire que les spectacles de Buffalo Bill et tout ça servaient déjà un peu de prémisse au cinéma, enfin dans quelque l'histoire récente. Bien sûr. Pardon. C'était l'histoire récente aussi. Oui. Ouais, oui, tout ça. Et puis ça a servi en plus. Il y a eu plein d'adaptations en bouquins, tout ça. On enjolivait un peu les légendes de l'Ouest. Ça a même été vachement critiqué un petit peu. On en faisait de criminels, on en faisait des héros. D'ailleurs, pour citer Clint Eastwood, qui en parle très très bien dans son film Impitoyable, dans son chef-d'œuvre. Attends, en précisant chef-d'œuvre, justement. Là, vous sautez des étapes, les gars. Bien sûr, mais je fais juste le parallèle, par exemple, avec ça. Parce que là, Impitoyable, effectivement, c'est des tranches de western. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait le genre western au tout départ. Ensuite, il y a eu le genre western spaghetti. À partir du moment où le western a un peu perdu de son aura, et pour cause, on va dire, quelque part dans le fait que la conquête de l'Ouest est un peu terminée. Et puis après, il y a ce qu'ils appellent le western crépusculaire, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, oui. On peut parler de ces trois phases-là, et à chaque phase. Moi, j'appellerais plus un western, c'est plus les westerns réalistes, dans ce sens-là. Ouais. Western fin de vie. En tout cas, il y a des noms, très emblématiques, très symptomatiques de ce genre. On va commencer par John Ford. Ouais, John Ford, bien évidemment. Évidemment, citer John Ford. Énorme, grand réalisateur, et du coup, dont sa vision est toujours mise en comparaison avec la vision d'un autre grand réalisateur. Cette fois-ci, c'était Leone. Sergio Leone. Vous êtes soit du clan Ford, soit du clan Leone. Oui, mais Sergio Leone, ça arrive après dans la continuité. C'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est pas du tout la même chose, mais généralement, les fans de western se battent un petit peu là-dessus, en disant je suis plus Team Leone. Moi, j'apprécie autant l'un que l'autre. Après, on pourrait citer. Après, ça dépend toujours des films au final. Et puis, ça retrace une époque particulière. C'est sûr que l'avènement de Clint Eastwood au travers des films de Sergio Leone, ça a vraiment bouleversé les codes du personnage emblématique du cowboy qu'interprétait John Wayne, par exemple. Bah oui, parce que cette fois-ci, le personnage de Clint Eastwood n'avait pas de nom. Oui, il n'y avait pas de plus violent. Voilà, ce code de moralité. Il n'avait pas de morale, ce genre de choses. Alors John Wayne a toujours été un peu propre sur lui. Quand tu vois, je sais plus comment il s'appelle, la charge de cavalerie. La charge héroïque. La charge héroïque, voilà. Ça, c'est toujours John Wayne.
Enfin, je veux dire, charismatique. Et puis l'affiche, il enlace une femme, et puis il regarde la bataille. Enfin, tu vois, c'est très... Mais souvent, on parle par exemple, d'un grand film de western, et puis au-delà de même de ce genre-là, on va dire, La prisonnière du désert. Évidemment. Moi, je suis pas... je suis assez perturbé quand même par le message que ça véhicule, ce film, parce que c'est quand même assez ambigu de nos jours, quoi. En effet. Il y a un côté très anti-indien. De toute façon, John Wayne était un peu... Ouais, on se rappelle tous de l'intervention lors des Oscars. Oui, de la remise de l'Oscar du meilleur acteur pour Marlon Brando, qui avait fait venir une Amérindienne, et la foule a dû retenir John Wayne qui voulait lui casser la figure, en fait, voilà. Il y aurait eu aussi, a priori, Clint Eastwood qui s'était un peu manifesté dans ce même ordre d'idées. La prisonnière du désert, et à la fois, il égratigne son image aussi, je trouve. Il n'a pas la figure du héros de western comme il a d'habitude, parce que c'est peut-être ça qui refait quelque chose de... Mais il change d'avis à la fin. Ouais. Puisqu'il la prend en ses bras et tout ça, donc... Ouais, mais c'est pas une indienne, c'est sa nièce, je crois, qui va récupérer des Indiens. Oui, mais tout le long, il veut la tuer. Oui, parce qu'elle a complètement versé dans le camp ennemi, entre guillemets. Tu vois, le fait qu'il change d'avis à la fin donne quand même un message plutôt positif. Alors, je peux comprendre pourquoi il aurait été capable donc de la faire revenir entre guillemets à la raison. Je sais pas s'il l'a fait revenir à la raison ou lui a changé aussi à ce moment. Mais d'une certaine manière, il l'empêche d'accéder à la maturité, parce qu'un certain côté, le fait qu'elle évolue, le fait qu'elle quitte le cocon familial, qu'elle change, c'est aussi le sous-texte de la maturité, et lui, il empêche cela. Donc mais en fait, c'est ça que je pense, c'est pour ça que La prisonnière du désert est fascinant, c'est que même depuis autant de temps, on réfléchit toujours sur ce film, et il est d'une richesse thématique absolument folle. Oui, et puis il y a des plans, le plan de la porte, mythique. Oui. Moi, un que j'apprécie de John Wayne, alors il est très patriotique, plein de propagande, mais j'aime beaucoup le revoir, c'est Alamo. Ouais, c'est pas je mal, trouve qu'Alamo, il envoie. C'est un peu aussi un souvenir d'enfance pour moi aussi. Ah, mais bien sûr, parce que je l'ai revu récemment. Il est un peu longué, honnêtement. On va pas se le cacher, mais à la fin, ça envoie. Tout à la gloire américaine, évidemment. Ah oui, non, mais c'est patriotique. Alors, j'ai jamais vu, je fais juste une aparté, le film Les Bérets Verts de John Wayne, qui paraît qu'il est un énorme film de propagande. Mais bon, pourquoi pas? C'est les produits de leur époque. Ouais, c'est ça. John Wayne aussi. Bon, moi, je connais le plus grand cirque du monde. Ça va peut-être pas parler à grand monde, mais avec que des cardinals, mes plus grands amours. C'est un film très très connu, mais comme on disait un peu, je suis pas sûr qu'on puisse cataloguer ça dans le registre western. Oui. Après, je pense que le problème, c'est que John Wayne, d'ailleurs qu'il y avait John Wayne sur l'affiche, c'était western. Oui, c'est sûr. Les quelques, apartés qu'il a pu faire pour faire d'autres genres, ça n'a pas été toujours formidable pour John Wayne. Il a été très reconnu dans le style western. Oui, mais les Oscars, quand même, John Wayne, pour son rôle qu'on avait vu dans True Grit et $100 pour un shérif. Très très bien. C'est peut-être l'un de ses derniers rôles, ces rôles où il tente un peu plus d'émotion. J'aime bien ce film, et j'aime bien le remake. Le remake avec Jeff Bridges. Le remake est bien. Avec Matt Damon, par exemple, et Josh Brolin. J'ai découvert à l'occasion de cette rétrospective, et puis en plus, je revois beaucoup de films de Kirk Douglas, et je n'avais jamais vu Kirk Douglas dans des westerns. Et c'est excellent, et c'est plus engagé d'ailleurs sur pas mal. Alors, tu as le film Règlement de compte à Hockey Coral, que je précise, j'ai préféré au film plus récent qui s'appelait Tombstone, que j'ai trouvé un peu mou. Et j'ai trouvé, en tout cas, même si Val Kilmer était bon en Doc Holliday, j'ai trouvé Kirk Douglas largement meilleur, en tout cas. Peut-être Burt Lancaster est moins bon que Kurt Russell, mais bon, on va pas chipoter. Mais d'une manière générale, moi je suis un fan absolu de Kirk Douglas, on en parlait. Oui. Mais d'une manière générale, je trouve que les films d'une certaine époque, parlant des westerns, sont beaucoup plus ambigus et beaucoup moins manichéens qu'ils ne sont actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un méchant gentil, etc. C'est beaucoup plus torturé que ça. Et il y a des histoires qui sont fabuleusement bien écrites et bien réalisées. Surtout avec Kirk Douglas, en tout cas. Parce qu'en plus, il est souvent à la production. Je te conseille L'homme qui n'a pas d'étoile. Oui, alors, très, très bien. C'est un peu plus moderne. C'est un cow-boy, en fait, qui arrive dans un ranch où il découvre, en fait,
il travaille pour une riche propriétaire et il découvre qu'en fait le voisin va installer une clôture et lui est assez traumatisé par les clôtures et se lance en fait une bataille entre les différents ranchs et tout ça et vraiment c'est la guerre des barbelés. Ouais, c'est vraiment ça fait penser à ça c'est dans Lucky Luke la guerre des barbelés. Oui, mais c'est un truc c'est un passage de l'histoire américaine. Hein, c'est ça, pas un clair. western grosse bataille au sens comme les 7 mercenaires d'ailleurs qu'on recommande fortement que John Sturges. Oui, mais vraiment c'est un western intéressant qui te fait réfléchir et je conseille vraiment. En tout cas, Kirk Douglas avait moins ce côté patriotique, enfin héros américain. Hormis quelques autres films, par exemple La Caravane de Feu où il joue avec John Wayne que j'ai trouvé pour le coup divertissant mais moins intéressant. Oui, de toute façon, si vous voulez voir la différence de thématique entre Kirk Douglas et John Wayne, il y a le film sur le scénariste Dalton Trumbo, où on arrive quand même bien à voir que c'était deux hommes qui s'opposaient du tout au tout. Mais pourtant qui s'appréciaient. Parce qu'on avait l'impression que John Wayne n'aimait pas Kirk Douglas, mais il le respectait quand même. Ah, c'était la bonne époque où on se respectait encore. On se respectait à peu près. Mais parlons aussi de Clint Eastwood, du coup, bien sûr. Qui lui a finalement incarné des personnages un peu plus fantomatique, sans passé, où on savait peu de lui. On pense bien évidemment à L'Homme sans nom, mais on peut aussi parler de L'Homme des Hautes Plaines. Pale Rider aussi. Pale Rider, évidemment, qui incarne littéralement un fantôme. Alors, je me rappelle plus, L'Homme des Hautes Plaines, c'est là où il peigne tout en rouge. Tout à fait. C'est ça. Et c'est là où il débarque, tu le vois de face. Et il viole une fille. Oui, entre autres. Non, pas Clint Eastwood. Pas Clint Eastwood. Non, c'est que justement, ils. Négatif. C'est pas lui qui. Non, c'est les méchants qui violent les. Ah, pardon, je croyais que c'était Clint Eastwood. Lui, il vient là, en fait, pour se venger de son frère qui a été maltraité, qui était un shérif. Et en fait, il va arriver de manière un peu impromptue. Les gens savent pas trop de qui il s'agit. Et petit à petit, il va se positionner et les gens vont comprendre à la fin, jusqu'à cette fameuse scène finale où il fait repeindre tout en rouge. Oui, c'est ça. Oui. Ça, je me rappelle. Ça, c'est excellent. Alors, oui, et puis c'est le fameux film où il arrive du coup à cheval, le premier plan. Il se pose devant deux tombes, Léon, Siegel. C'est le moment où Clint Eastwood enterre ses maîtres et se dit c'est bon, maintenant je vais m'y mets, moi. Un que j'ai découvert tard et que j'ai beaucoup apprécié parce que ça pétarade, c'est quand même José Wells. José Wells, hors la loi. José Wells, hors la loi. Ça pète dans tous les coins, celui-là, je trouve. D'ailleurs, même un peu trop à des belle métaphore de l'Arche de Noé. Totalement, puisqu'en fin de compte, son périple, c'est qu'il commence seul et ils finissent à 5, 6, 7, où du coup, ils doivent défendre une petite maison. C'est ça. C'est vrai qu'avec le western spaghetti, donc Sergio Leone, on change un peu de registre, on filme moins, on filme toujours un peu quand même la campagne, mais pas de la manière fordienne, et on aime bien filmer comme je dis souvent, les gueules aussi. Les gueules, les sales gueules. La sueur. Mais en fait, il y a aussi un tournant aussi dans les films de western avec Clint Eastwood, où d'ailleurs en tant que réalisateur et acteur, puisque au début, je dirais, la violence est un peu magnifiée quelque part, a souvent été magnifiée dans les westerns. Et puis il y a un tournant. Il y a un tournant où c'est par exemple Impitoyable, où là Clint Eastwood, on déconstruit. Il déconstruit un peu le mythe du western et puis du cow-boy solitaire, cow-boy un peu violent, parce que c'est pas du tout bien heureux, quoi. Beaucoup de gens disent qu'il a fini le genre du western. Ce film-là a fini le genre du western. C'est impitoyable. Je me rappelle justement j'en parlais au début là, justement de la conversation entre Gene Hackman et Richard Harris, si je ne dis pas de bêtises, où il lui dit non, j'ai connu tel cow-boy et c'était un lâche, c'était un machin, et lui en fait se charge d'écrire et il parle justement de tous les récits des criminels qui ont été enjolivés. Alors Richard Harris, c'est l'acteur qui joue dans Un homme nommé Cheval. Oui. C'est ça. Il me semble. Richard Harris qui avait joué aussi, si je ne dis pas de bêtises, dans Gladiator aussi. Oui, puis pour les plus jeunes, c'est le premier Dumbledore. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et excellent, Un homme nommé Cheval. Alors c'est pour le coup, là c'est la version indienne. Le gars, en fait, il se fait récupérer par une tribu indienne et il est totalement intégré à, un peu comme dans Little Big Man, mais Little Big Man étant une version témoignage où il y avait des hauts et des bas pour le personnage principal. C'est vrai qu'il passe par pas mal de trucs. Non, mais c'est intéressant parce que justement on voit l'évolution de la société américaine au travers de ça, et puis la déconstruction, et puis
un peu à peu l'effacement du des Indiens, style tout western, ça, oui. ouais, et puis voilà, des Indiens. Dans la même Là- thématique, il y a Danse avec les loups. Danse avec les loups, c'est extraordinaire. Moi, c'est un très très bon film pour moi. Et ça vraiment, c'est une étape supplémentaire aussi Oui. hein, Oui, tout dans à les fait. westerns. Hein. Parce que c'est vrai que, honnêtement, depuis Danse avec les loups, on n'a jamais eu on a eu quelques fulgurances, mais on n'a jamais eu beaucoup de remakes. On a eu le western. remake de True Grit, on a eu le remake de 3h10 pour Yuma. Ouais. Et encore, tu vois, j'ai un peu moins. C'est le train sifflera 3 fois. Non, C'est ça. non, c'est 3h10 pour Ah, pardon, Yuma. je croyais que c'était. Mais c'est un peu les codes de hockey choral, c'est un peu les Voilà, codes de... C'est un peu de tout, ouais, je suis enfin, d'accord. règlement de compte à hockey Moi, choral. tout ça. en western récent, il y a le dernier avec Viggo Mortensen que j'ai beaucoup apprécié, mais sinon, un qui m'avait vraiment beaucoup plu, c'était Hostile, que toi tu n'aimes pas du tout. Je crois, sais Guillaume. pas, je l'ai vu une fois, Je je l'ai l'ai vu, trouvé il y a très très longtemps. long. Ouais. J'ai trouvé Alors, très long. moi. Au début, j'avoue que j'ai été un peu perplexe, et puis finalement, j'ai trouvé que c'était pas mal ce film. Ah ouais, franchement, il m'est resté. Je trouve Ouais, que ouais, les il y a paysages une étaient ambiance. dingues. Et Christian Bale. Christian Bale, ouais, il est et très bien. Rosamund Pike, qui Très, très bien. Et là aussi, une violence assez marquante, assez choquante même. Mais c'est une ambiance, hein, c'est un film d'ambiance, je dirais, avec je me quelques rappelle. scènes. Oui, je me rappelle qu'il l'a. Oui, je Ah bah, il y vois la a scène. une séquence de scalp absolument Oui. effrayante. Hein. Et par contre, un film qui ne démérite pas, et pour une fois, on peut saluer quand même la qualité d'un remake, je trouve que c'est 7 mercenaires. Oui, Le remake. Qui est pas si mal, oui. Qui est pas mal du tout, même. Je veux Oui, dire, c'était une bonne idée de choisir Denzel Washington pour remplacer Yul Brynner. Yul Brynner, acteur que j'adore. Ah, et puis aussi en western plus ou moins récent des années 90, qui est l'adaptation de la série Maverick. Oui, qui est rigolo. Qui est rigolo avec Mel Gibson, James Garner et Jodie Foster. Je trouve ils sont formidables. Ouais, on suit un joueur de poker. On sait jamais s'il est bon Beaucoup ou pas d'humour. bon et tout ça. Et on a la surprise finalement de savoir si... On a beaucoup de surprises à la fin. Et je C'est un trouve film vrai bon film. d'arnaqueur sympathique. Ah ouais. Oui, voilà. Mais par exemple, on parlait aussi de Mort ou Vif, tu vois, j'ai beaucoup de mal, je trouve que Sam Raimi essaie de s'approprier les codes du western, et ça fait trop cliché. Enfin, il y a quelque chose qui me gêne à chaque fois que je revois ce film. Il est pas honteux, hein, mais je sais pas, il y a toujours quelque chose qui m'embête. Un très bon, toi qui aime bien Kirk Douglas, il y a un très très bon film dont je viens de me souvenir avec lui, un western, c'est Le Dernier Train de Gun Hill, avec Anthony j'ai mis dans ma Quinn. liste, Anthony Quinn. Il est très très bien. Magnifique. Qui a un message. 3h10 pour Yuma, à mon avis, ça fait plus référence à ce film-là, entre parenthèses. Mais non, mais il y avait un film à l'époque qui s'appelait 310 pour Yuma. Oui, il me semble. Il me semble. Oui, c'est possible, ouais. Ouais. Mais oui, donc Kirk Douglas, immense acteur de western, incontournable. Quasiment tous ses westerns sont validés. Dans tous ses films, ouais, de Guerre des Barbelés, il y a aussi La Chevauchée des Bannis, qui est peut-être pas très connu, mais qui se passe dans le Wyoming et qui aussi évoque ce genre de problème en hiver, cette histoire de barbelés. Et par exemple, moi, on parlait d'Isabelle Huppert tout à l'heure. Je l'ai vu une fois, et oui, mais je l'ai pas apprécié, quoi. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est Michael Cimino. Qu'est-ce que c'était long. Tu vois, j'ai vu Les Portes du Paradis. Non. Oh, ça dure 4 heures, j'ai trouvé ça interminable. Peut-être que maintenant ça passerait mieux, je ne sais pas, mais ça raconte justement les histoires dans le Wyoming, il y a les nouveaux migrants avec les gens qui sont déjà implantés là, et ça fait toute une bataille et tout ça, mais ça dure 4 heures, c'est long. Enfin, peut-être que maintenant j'accrocherai plus. Et par contre, excusez-moi, le western aussi, je trouve, un peu comme le peplum, un certain renouveau en série télé. Oui. J'avais apprécié la série qui s'appelait Ellen Wells, qui parlait, en fait, ça suivait une compagnie de chemin de fer. Ouais, de chemin de fer, exactement, je trouvais plus les mots. En fait, qui, à travers l'Ouest, ils bâtissent justement les rails du chemin de fer, et avec tout un tas de péripéties qui s'ensuit. Et évidemment, tout ce qui est de l'univers de Taylor Sheridan. Yellowstone, 1883, qui est un pur chef-d'œuvre. Oui, c'est une série, c'est un chef-d'œuvre, ça, 1883. Mini-série de 10 épisodes, c'est peut-être le meilleur western qu'on a vu ces dernières années. Tout à fait, mais c'est sur 10 épisodes, 1923 qui prend la suite. Avec Harrison Ford, Helen Mirren, Timothy Dalton en méchant, enfin voilà, que demande le peuple, hein, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi récemment des westerns qui tentent un peu des modifications de genre. Je pense, ça me vient l'idée, un western avec Kurt Russell qui s'appelle Bone Tomahawk, qui est sorti directement en vidéo. Et en fait, ça commence comme un western classique, c'est-à-dire qu'il y a des Indiens ont enlevé un certain nombre de personnes dans un village, enfin dans une ville, et du coup, un groupe de 4-5 cow-boys partent
pour traquer. Ça fait pas penser un peu à Les Disparus avec Tommy Lee Jones? Si, d'un certain côté. Mais là où le film vire complètement, c'est que dès lors qu'ils vont trouver les Indiens, le film change complètement de genre. Alors ça reste réaliste, mais alors là, on part dans de l'horreur violence, mais impressionnant. C'est-à-dire que c'est de l'extrême violence. Ouais, mais j'aime pas ce réalisateur. Je trouve qu'il fait tout et n'importe quoi. Je sais plus comment il s'appelle. S. Greg Zahler. J'avais vu ses films là, avec Mel Gibson et tout ça. Bon. Traîner sur le bitume. Oui, Traîner sur le bitume, tout ça. Je trouve que c'est lent, c'est mou, c'est violent pour être violent. Ah, par contre, ouais, Bon Tomahawk. Enfin, en fait, même Traîner sur le bitume. La violence arrive tellement tard et en fait te prend tellement à dépourvu. En fait, c'est marrant parce que ça me dit rien. Elle surgit comme ça d'un coup. C'est vraiment. Moi j'aime pas mais là en l'occurrence c'était justifié parce que en fait on se rend compte que tu penses qu'ils vont que c'est le film de western classique où eux arrivent armés et ils vont les battre facile et en fait quand ils arrivent sur place c'est ah oui on n'était pas prêts quoi. Et là, oui, on n'était pas prêts. Sinon, il y a d'autres films vraiment de western dont on avait parlé là tout à l'heure hors antenne, qui vraiment changent le genre complètement. C'est Butch Cassidy et le Kid, par exemple. Oui, tout à fait. C'est avant. Excellent, ça. Pour moi, avant Impitoyable, il y avait Butch Cassidy et le Kid qui très léger, qui déconstruisait le mythe en fait des criminels. On en parlait justement. Il y a une scène avec Paul Newman. Ils sont je sais plus, enfin ils sont attaqués, je me rappelle plus par quelle armée. En fait, c'est des braqueurs de banque, mais ils se voient poursuivis par un gars qui les lâche plus. Oui, et ils essayent de fuir ce gars-là, puis bon, ils finissent par croit-il s'échapper, mais au dernier moment d'ailleurs ça se termine plutôt mal. Oui. Et il y a un trio amoureux aussi, puisque il y a Catherine Ross qui est au milieu entre Robert Redford et puis Paul Newman, voilà. Et donc c'est vraiment c'est un western charmant avec beaucoup de charme. En fait, ils jouent sur leur légende. En fait, ils ont plus, ils sont déjà âgés, donc en fait, ils ont plus besoin de menacer, tout ça. Ça se fait assez facilement puisque ils en jouent de leur légende. Sauf que quand ils se retrouvent à devoir tirer sur les gens, tout ça. Ça fait un moment, quoi, disons. Et il y a un western qu'on n'a pas évoqué. Il y en a plein. Mais il y a un western qu'il faut absolument qu'on évoque. Bandidas avec Salma Hayek et Pedro. En vrai, c'est marrant. En vrai, c'est marrant. Oui, mais voilà. Voilà, un film où du coup, c'était les femmes qui étaient à l'honneur. Voilà. Non, mais je pense à ça. Sinon, il y a des westerns vraiment atypiques, mais alors là, je dis bien, c'est vraiment atypique, avec Marlon Brando et Jack Nicholson, ce qui paraît assez improbable de ces deux personnes-là jouant dans un western, et qui s'appelle Missouri Breaks. Et c'est Marlon Brando joue le rôle d'un gars qui est vraiment très très pervers et violent, et qui essaye de coincer Jack Nicholson, qui est un voleur de chevaux mais un peu fantaisiste, on va dire, pas vraiment très méchant, et c'est vraiment très particulier. Et Marlon Brando, donc on citait aussi la dernière fois, il a aussi interprété et il a réalisé un western qui s'appelle La Vengeance aux deux visages avec Karl Malden, et c'est vraiment un très bon western avec vraiment les codes de la vengeance, justement, du retour du gars qui s'est fait c'est un peu du Edmond Dantès aussi quelque part. Eh ben écoutez, plein de conseils de films à voir et à revoir. Les plateformes de streaming, vos chaînes de télé sont florissantes en termes de western. Vous avez vraiment à boire et à manger. En tout cas, c'est la fin de cette émission. La programmation des radios demain, une seule émission, c'est Parents Autrement, présentée par Pauline de 13h à 14h. Nous, on va se quitter sur une dernière musique, et pas des moindres, puisqu'évidemment, on ne pouvait pas parler western sans écouter du Ennio Morricone, et on va s'écouter... Évidemment. Ecstasy of Gold, est-ce que c'est pas l'une des meilleures musiques de l'histoire du cinéma? Il était une fois dans l'Ouest aussi, quand même. Oui, mais Ecstasy of Gold, c'est le bon labrousse de c'est sûr. Tout à fait. Dans cette séquence folle. La boucle est bouclée. Au cimetière. Eh ben, écoutez, on s'écoute ça. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et allez au cinéma.